de l'artisanat, on fait quelque chose de ses mains. C'est intéressant. T'aimais plus le métier que tu faisais avant? Si, mais voilà, après c'était l'environnement, l'usine, tout fermé. Ouais. Faire partie d'une structure qui ne fonctionne pas forcément comme on voudrait. Ça n'a pas le même bon sens. Ici c'est du bon sens, c'est plus intéressant. Pour les économistes, le mot « travail » est avant tout utilisé pour parler d'emploi, c'est-à-dire de l'exercice d'une activité rémunérée. Cette activité est donc ce qui permet d'obtenir un salaire, ce dernier ayant vocation à être dépensé pour se nourrir, se loger ou acheter un album de Francis Lalanne. Selon cette logique économique, ne pas avoir de travail est un drame, c'est dit tel quel dans un dictionnaire d'économie. Le chômeur relégué en dehors du monde travail perd la capacité de subvenir à ses besoins. Cette idée de la valeur travail est déjà présente dans la Bible, dans la bouche de l'apôtre Paul. Si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. C'est une formule choc, qui, interprétée littéralement, a eu beaucoup de succès. On retrouve d'ailleurs par la suite cette idée chez toutes sortes de penseurs, et pas que chez les néolibéraux. Elle est présente, dénoncée par Nietzsche, chez la bourgeoisie du XIXe siècle, et on la trouve aussi dans le manifeste du Parti communiste. Au XXe siècle, elle servira autant à Reagan et Thatcher qu'à l'Union soviétique. Au-delà des époques et des clivages politiques, cette formule résume à elle seule notre rapport au travail, inséparable de la condition humaine. Cette idée que celui qui ne travaille pas n'est pas légitime pour obtenir de quoi vivre est toujours présente dans notre société. Elle est même portée par des gens parfois hostiles à la tradition religieuse, parfois défenseurs des pauvres, car elle semble porter en elle l'équité. Ceux qui sont visés sont ceux qui ne veulent même pas travailler, faisant ainsi de l'oisiveté la mère de tous les maux et menaçant du même coup l'équilibre de la société. Pourtant, est-ce bien réaliste ? La France est un pays qui se nourrit et même exporte des denrées alimentaires avec seulement 1,5% d'agriculteurs dans la population. L'idée qu'il faut travailler pour se nourrir n'a donc matériellement pas lieu d'être. Une écrasante majorité d'entre nous mangeons donc le travail de cette petite minorité. Dans notre société, le travail est donc devenu un effort qu'il faut réaliser. Pas parce qu'il est nécessaire à la société, mais plutôt parce qu'il est juste que chacun fasse sa part. Bien sûr, cet argument de la nourriture a une limite, que vous avez certainement déjà entrevue d'ailleurs. Se nourrir, c'est bien, mais ça ne suffit pas. Il faut des vêtements, des maisons, des meubles. Et si on ajoute aux agriculteurs, les médecins, les maçons, les profs, les artisans, etc., ça finit par faire du monde. Nous avons donc besoin du travail des autres pour vivre convenablement. C'est un principe élémentaire de l'économie qu'on appelle la division du travail, théorisée par Adam Smith il y a presque 250 ans. Chaque individu se concentre sur une activité, il se spécialise, ce qui lui permet d'être plus efficace et plus il y a d'individus, plus il est possible de se spécialiser. Comme dans un hôpital, s'il n'y a qu'un médecin, il devra être généraliste. S'ils sont 10, on pourra alors trouver un chirurgien, un ophtalmo, un dermato, etc., etc. Finalement, ce qui cause notre dépendance au travail des autres, c'est notre incapacité à faire ce qu'ils font. Nous avons beaucoup de besoins ou d'envie, se loger, se vêtir, se soigner, se divertir, de tas de manières différentes. Mais très peu de moyens. Si on faisait la liste des produits, des outils et des machines que nous utilisons quotidiennement, combien serait-on en mesure de fabriquer ? Il faut se rendre à l'évidence, nous ne savons pas faire grand-chose. Toutefois, il y a des sociétés où c'est exactement le contraire. On y trouve des personnes qui ont peu de besoins, mais beaucoup de moyens. Chaque individu sait presque tout faire. Je veux parler des chasseurs-cueilleurs. Dans les sociétés de chasseurs-cueilleurs, entendez les gens qui dépendent des ressources sauvages pour leur subsistance, il est matériellement possible de se débrouiller tout seul ou presque. Chaque individu sait fabriquer un arc, tailler des silex, construire un abri, allumer un feu ou cueillir les bonnes plantes à la bonne saison. Ce savoir est d'ailleurs ce qui a permis à Ishi, le dernier des Yaïs de Californie, de vivre seul plus de 3 ans entre 1908 et 1911. Dans ces sociétés, les individus sont donc très peu dépendants des autres, et chaque famille peut pratiquement se débrouiller seule. Il y a toujours quelqu'un qui excelle particulièrement dans un domaine et sur qui on peut se reposer pour fabriquer des outils de grande qualité, mais on peut aussi bien s'en passer.
Chez les chasseurs-cueilleurs, il n'y a donc pas la même conception du travail, puisqu'il est inutile d'acheter, on ne produit pas de richesse. Ce qui est produit est consommé instantanément, le stock à long terme est presque impossible, et on a tout à portée de main. Travailler, pourquoi faire? Pourquoi faire de plus? Bon, mais ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, les chasseurs-cueilleurs travaillent. Ils travaillent dans le sens où ils recherchent de la nourriture et fabriquent des outils, mais en réalité, ils travaillent peu, très peu même. J'en ai déjà parlé à l'occasion d'un épisode sur la chaîne du Vortex, mais Salins, dans son ouvrage judicieusement nommé « Âge de pierre, âge d'abondance », a analysé dès les années 70 les temps de travail des chasseurs-cueilleurs étudiés par les ethnologues. Et ça fait plutôt rêver. Un individu peut, en quelques heures, subvenir aux besoins de plusieurs autres pour plusieurs jours. Chez les Kung du Kalahari, les adultes passent en moyenne 2 heures et 9 minutes par jour à travailler, ce qui suffit pour produire 2140 calories par individu, enfants compris, permettant même de dégager un excédent pour nourrir les chiens. Ce mode de production est efficace, mais pour rester viable, il suppose une démographie faible. Les chasseurs-cueilleurs doivent contrôler drastiquement leur population en se débarrassant des plus faibles. Être agriculteur peut dès lors présenter des avantages, comme celui de ne pas tuer les vieux dès qu'ils ont du mal à marcher. Mais cela veut aussi dire bosser 3 fois plus. Jean-Claude, pour faire 8 hectares, il attaque au mois de décembre et il finit au mois de mars. Et il y est tous les jours à 2. Ils font que 108 heures par jour. Pour autant, bon nombre de sociétés agricoles n'ont pas sombré immédiatement dans un labeur épuisant et infini. Salins distingue notre mode de production industrielle du mode de production domestique qui prévaut par exemple en Nouvelle-Guinée. On y travaille plus, certes, mais dans la mesure où il s'agit d'une production de subsistance, inutile de dégager d'énormes excédents. Les terres ne sont pas exploitées à leur maximum, la main-d'œuvre est sous-exploitée, la société fonctionne en sous-production. C'est la règle de Chayanov, l'intensité du travail est inversement proportionnelle à la capacité de travail. Plus nous sommes nombreux à pouvoir travailler, moins chacun d'entre nous a besoin de le faire. Ce qui nous pousserait dès lors à travailler plus pour gagner plus est un changement de rapport entre le savoir-faire et l'outil. Nous avons perdu du savoir-faire car les outils ont gagné en complexité. Nous ne sommes plus en mesure de tous les maîtriser. Nous devenons dépendants du travail des autres et de l'argent qui nous permet d'en acheter le produit. Ouais, il va pas voler loin, mais... Bon, mais dans notre société, le travail, ce n'est normalement pas qu'un facteur d'aliénation. Beaucoup de gens, la plupart, espérons-le, aiment leur profession, et travailler leur permet de s'accomplir socialement et intellectuellement, normalement. On ne peut toutefois s'empêcher de constater que tous les emplois ne permettent pas de gagner sa vie. Plusieurs personnes que j'ai rencontrées et interrogées pour préparer cette vidéo m'ont dit adorer leur travail, mais ne pas parvenir à en vivre correctement. Certains excellent dans leur domaine, mais à en croire la logique de l'économie de marché, puisque l'offre qu'ils proposent ne rencontre pas une demande suffisante, ils ne sont pas utiles à la société. Le domaine de la culture et de la création en général souffre particulièrement de cette vision. Pourtant, tous ces gens, tout comme les demandeurs d'emploi, ils veulent travailler, non ? Alors comment leur attribuer une part de la production ? Nos habitudes, contrairement aux chasseurs-cueilleurs, nous poussent à associer le travail et la richesse produite, l'activité ne vaut que pour ce qu'elle permet d'acheter, valorisant ainsi plus un trader qu'une aide-soignante. Cette conception, poussée à l'extrême, est bien sûr largement critiquée dans notre société, mais se heurte à de nombreuses résistances, dont ce slogan biblique « Si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus », hérité de nos révolutions agricoles et industrielles. Difficile de proposer une solution ou même une perspective dans un domaine aussi politique que le travail. Soit on décide de prendre parti, soit on a l'air naïf. Des propositions existent depuis longtemps. Certaines émergent de nos jours, notamment en s'interrogeant sur le rôle de l'intelligence artificielle qui pourrait remplacer de nombreux travailleurs et remettre en question l'adage. Alors, fin du travail, revenu universel, et si tout le monde obtient le minimum vital, ce qui demande déjà à être défini, pourquoi travaillerait-on ? Pour accumuler davantage ? On passerait en somme du « faut-il travailler pour vivre » au « vit-on pour travailler ?» Une petite révolution.